Si on a une CFL en delta T sur LTX carré, on va perdre un peu tout le gain qu'on a. Que de l'ordre 1 au niveau d'application des fronts d'avalanche par exemple. Ça va complètement diffuser et en fait dans la simulation tu vas avoir une sorte de gros paquet de neige qui va s'écraser et tu verras rien. Après il faut voir combien c'est important de l'avoir, c'est pour un circuit maximum. On risque très vite tu vas avoir une erreur qui se cumule. Donc on fait tomber l'avalanche avec ça. Ça. J'ai regardé l'autre jour à la télé une transmission. Je crois que c'était des Chinois qui mettaient des charges pour faire tomber des avalanches. Tu avais 2 pentes de montagne, c'était impressionnant. Un truc réel ou oui, en labo? Un truc réel. Pont, il faut exploser, t'as l'avalanche qui dévale. Donc j'avais Mathéo à côté de moi, donc j'ai dit regarde Mathéo. Maman est en train de faire ça sous l'ordinateur. Ouais, pour ça il y a une bulle qui tombe. Tu lui dis on fait d'abord une bulle d'eau qui tombe dans l'air et après on verra les avalanches. Pareil. Un flocon à la fois. On aime bien le raisonnement avec une certaine logique, mais on aime aussi un peu l'esprit découverte, chercher quelque chose de nouveau, pas avoir la réponse tout de suite, mais avoir un défi. Quand on est chercheur, les défis sont beaucoup plus complexes parce qu'on veut chercher la réponse à quelque chose que les autres n'ont pas encore à chercher ou qu'en ayant cherché, n'ont pas encore trouvé. Alors, on fait de la recherche bibliographique pour chercher des idées. On s'inspire de ce qu'ont fait les autres, on cherche des bonnes idées qu'ont eu les autres, on cherche aussi des limites des idées qu'ont eu les autres, pourquoi on peut espérer aller plus loin. Si on trouve un point où gratter, on se dit bah tiens là ils ont utilisé telle idée, mais en fait moi j'en ai une autre qui permet de dépasser cette difficulté qu'ils ont rencontrée. Bien sûr, un autre point, c'est de vérifier que l'idée qu'on est en train d'avoir n'a pas déjà été exploitée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une catastrophe. Quand on a trouvé quelque chose qu'on trouve percutant, qu'on trouve novateur, qu'on a envie de partager et de communiquer, on se met en route pour rédiger une publication. Ça veut dire rendre compte de notre travail pour que, après, toute la communauté scientifique internationale puisse le lire et savoir ce qu'on a fait. Alors, il y a quelques temps, je suis tombé sur un modèle qui m'a un peu intrigué, un truc pas tout à fait standard, et en fait, en cherchant un peu dans la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une famille de questions où il y avait la même difficulté qui se présentait. En termes d'application, c'est des problèmes liés à la combustion, donc il y a des gens qui font des feux dans les tunnels, par exemple, ils cherchent à reproduire l'incendie du tunnel du Mont Blanc, pour prévenir un peu et puis calibrer les tunnels d'évacuation. Il y a des problèmes liés à la pollution, ils s'intéressent à la dispersion de polluants dans des eaux peu profondes, et des phénomènes d'avalanche. Alors les équations à vue de nez, c'est des choses que vous allez reconnaître, c'est les équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes, c'est réussir à décrire comment vont se comporter les écoulements fluides. Par exemple, de l'eau qui coule dans un canal, dans un fleuve. Ce sont des équations qui sont très vieilles, qui ont été décrites par des physiciens, par Navier et Stokes au XIXe siècle. Nous, dans ce qu'on s'intéresse, c'est plutôt les fluides dits incompressibles. Une situation particulière, c'est dans le cas incompressible, que là on connaît mieux, mais même là j'ai été surpris parce qu'en termes de schéma numérique, dans la littérature, il y a assez peu de choses sur ce cas-là quand la densité n'est pas homogène. Dans une unité de volume, si jamais le fluide a une forte densité, et ça c'est ρ, ça veut dire qu'il va être plus lourd dans un même volume. U, c'est la vitesse du fluide, c'est la manière dont les petites particules de fluide s'écoulent et à quelle vitesse elles vont, dans quelle direction et quelle amplitude de vitesse elles partent. Donc la question, ça pourrait être comment coupler une méthode numérique pour la conservation de la masse, pour trouver la densité ρ, et la quantité de mouvement pour trouver la vitesse U. La question qui intéresse les gens qui font de l'analyse numérique, c'est d'essayer de trouver une approximation de ces solutions, et autrement dit de reproduire l'écoulement sur un ordinateur. Un fluide s'écoule, donc la solution, on l'a sous les yeux, mais on n'a pas trouvé un cadre qui permet de dire, dans ce cadre-là, on sait trouver la solution.
Tu as plein de littérature quand tu as ρ constant, parce que si tu as ρ constant, tu n'as plus cette équation et celle-là sont la même, donc tu n'as plus cette équation. Et ça, c'est Navier-Stokes classique. Si moi je connais ρ, je peux te résoudre sans problème, hein, ces deux équations. Oui, ton code, il fait ça très bien. Ouais. Donc je peux me demander si ça ne pouvait pas se coupler avec des méthodes comme celles que tu as présentées hier pour résoudre l'équation de transport. Oui, mais c'est clair que tu vois de façon symétrique, si tu me donnes la valeur de la vitesse, oui, voilà, on pourrait faire ça. Moi, je peux te résoudre la première équation. Du coup, après, on a la valeur de la densité. Tu me passes ρ. Je te la repasse. Et moi, je calcule vitesse et pression. Je te donne U. Et toi, tu calcules de ton côté la densité. Tu me passes la valeur de la vitesse. Et moi, je crée le code pour la première équation, l'équation de transport. La première équation, c'est la conservation de la masse. Ça nous dit que les particules de fluide sont déplacées d'un point vers un autre avec une certaine vitesse. C'est une équation de transport. La deuxième équation, c'est une équation de conservation de la quantité de mouvement. C'est une forme un peu compliquée de la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Bon, on n'a qu'à partir comme ça, quoi. On commence comme ça? À mon avis, c'est jouable. Et à mon avis, on peut le faire assez vite, ça. Enfin, le cas comme ça, à divergence de la vitesse nulle, je pense que... Et dès que le cas incompressible est plié, on saura assez vite si on tombe sur un os ou pas. Et après, on peut envisager des cas plus originaux avec des contraintes exotiques. Alors en fait, les équations auxquelles on s'intéresse, les deux équations sont de nature mathématique sensiblement différentes. Et donc, pour les résoudre avec l'ordinateur, on a besoin de méthodes numériques qui, elles aussi, sont de nature différente. Et donc, on a essayé ensemble de mettre en commun nos compétences pour essayer de trouver une méthode globale qui permette de résoudre l'ensemble des deux équations. La complexité vient du fait qu'on est en train de considérer deux fluides de densités très différentes. Par exemple, si on considère l'eau et l'air, on aura densité 1000 à 1. Et là, le défi est au niveau numérique, car on veut reproduire la physique du problème. Lorsqu'on invente une nouvelle méthode numérique comme celle-ci, il est important de se confronter à ce qui a déjà été fait et de passer un certain nombre de cas tests, de situations un peu académiques, comme la chute d'une seule goutte, une goutte d'eau dans de l'air, avec des rapports de densité très élevés. Donc c'est la situation que l'on regarde ici, et c'est un préliminaire indispensable avant d'attaquer des situations plus ambitieuses, plus compliquées, comme des simulations à vocation industrielle. Il peut paraître étonnant de parler d'air alors qu'on parle de fluide incompressible. L'air est a priori un fluide compressible. Mais si par exemple vous prenez de l'air qui circule autour d'une voiture sur l'autoroute, eh bien les vitesses qui sont en jeu sont suffisamment faibles pour que l'air ait le comportement d'un fluide incompressible. Ici, dans le cas test de la bulle d'eau qui tombe dans l'air, eh bien, on a un phénomène qui va nous permettre de considérer que l'air est incompressible. Un aspect fascinant pour les mathématiciens, c'est que c'est une équation qui est difficile, qui n'est pas résolue. Et c'est ce qui la rend belle et difficile et un challenge pour nous tous. Alors c'est beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs, on passe notre temps à sécher en fait et à se poser des questions. La différence entre les problèmes qu'on se pose au lycée et ceux qu'on se pose en recherche, c'est qu'au lycée, on est sûr que la solution existe et que quelqu'un l'a déjà trouvée. Dans notre cas, on ne sait pas s'il y a une solution, donc on cherche, on gratte et puis on l'invente cette solution. C'est ça qui est passionnant. Ok, c'est bon. Là maintenant tu ranges parce qu'il faut qu'on y aille. Après vous allez à la bibliothèque, vous m'attendrez à la bibliothèque que je revienne. Hein, parce que au niveau jeunesse BD, et moi je suis au niveau adulte. Quand on a des équations à résoudre qui sont aussi compliquées que celles de Navier-Stokes, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle un maillage, c'est-à-dire une partition du domaine de calcul en plusieurs petits éléments. Il se trouve que dans ce travail, c'est essentiellement des triangles. Et on va essayer de dire que la solution, on va la calculer sur chacun des petits triangles. Indépendamment, bien sûr, elles seront liées entre elles, mais sur chaque petit triangle, on va dire que la solution a une certaine tête, quoi. Et on va essayer de calculer ça sur chaque petit triangle. Il y a quelque chose qui ne va pas encore. Tu pars d'une densité égale 1 partout et il ne doit pas bouger. Donc toi, tu me passes la valeur des vitesses localisées au nœud blanc, c'est ça, qui constitue le champ de vitesse élément fini. Oui. Ok. Bon, mais alors moi, le problème, si tu veux, c'est que pour la densité, en fait, je n'ai pas les valeurs sur chacun des nœuds blancs. J'ai la valeur seulement sur les nœuds qui correspondent au sommet des triangles. Ici, là et là. Les valeurs, voilà. Moi, après, je récupère les valeurs que tu m'as passées, effectivement, à ces sommets-là. Mais mon problème, c'est qu'en réalité, moi, pour calculer donc, cette densité qui est constante sur le volume de contrôle, ce qu'il me faut, ce n'est pas la valeur des vitesses sur les nœuds blancs. J'ai besoin plus spécialement de la vitesse au milieu des petits segments rouges. Okay. Et en fait, même plus que ça, la vitesse en fait normale. D'accord. Alors, comment tu fais?
Bah, du coup, là, j'ai procédé de façon la plus naturelle qui m'est semblée, c'est-à-dire que pour calculer la valeur de la vitesse ici, je fais une moyenne, et puis après je fais pareil ici, là, etc. Et puis c'est ce qui me détermine mon schéma volume fini. Et c'est ça qu'on fait de façon habituelle, classiquement. C'est standard. Enfin, je veux dire, le problème, c'est qu'on doit définir une vitesse sur l'interface du volume de contrôle rouge. Je ne sais pas. Je vais regarder encore dans ma partie de code à ce moment-là pour voir s'il y a un problème quelque part. Hein. Je comprends pas. Pourquoi on a tout dans ce point-là? Donc le sommet et il y a ce point-là. Ah, ça c'est un autre. Ça, Les lycéens c'est un comprennent autre. ce qu'est une équation. Hein. On voit des équations AX égale B, hein, souvent on les appelle comme ça au lycée. On voit des équations après du second degré en première. Ça augmente, et le formalisme eh bien, a besoin de se compliquer au fur et à mesure parce que les équations auxquelles on s'intéresse sont de plus en plus complexes, parce que les phénomènes auxquels on s'intéresse sont de plus en plus intéressants. La bulle tombe, va s'écraser sur le fond, puis provoquer des espèces de petites vagues qui remontent. Donc évidemment, on a une intuition très très claire de ce phénomène-là, qu'on peut reproduire chez soi, le capturer numériquement, avoir donc une suite d'instructions que l'on donne à un ordinateur, afin que l'ordinateur reproduise ce phénomène-là, c'est quelque chose de très très compliqué. Quand je regarde la contrainte d'incompressibilité dans la partie élément fini, il y a juste ces trois valeurs-là et celle-là, les points bleus. T'as pas les valeurs au sommet des triangles. Non. On a deux équations à traiter qui sont de nature mathématique différente et deux méthodes numériques différentes pour approcher ces équations-là. Mais aussi, on a deux maillages différents. Les inconnus ne sont pas évalués au même point ni de la même manière. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un moyen pour que ces deux méthodes puissent communiquer, une passerelle entre les deux, et une manière de définir les inconnus sur les mêmes points et sur les deux maillages coexistants. Et toi, dans ce que tu fais, tu utilises tous les points, c'est ça? Tu vois, moi je calcule la vitesse ici à partir de ces deux-là, avec une interpolation dans la maille. Et pour ça, j'utilise les 6 valeurs. Ça, c'est sûr. Deux approches vont pas être consistantes, du coup. Enfin, on fait pas ce qu'il faut. Très bizarre. Et tu vois, à l'inverse, si on essaye de faire le même calcul, de dire ce que signifie le fluide incompressible pour ta méthode, Ouais. toi, ta méthode, elle est basée sur une intégration de la conservation de la masse sur le domaine étoilé, là. C, mettons, le truc. Sur C, voilà. Ouais, ok. Alors, si tu fais ça en disant que la densité reste constante, Ouais. en fait, ça se réduit à dire que l'intégrale de U scalaire n sur le bord est nulle. Sur DC soit égal à 0. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. L'intégrale qu'Emmanuel vient d'écrire au tableau peut paraître compliquée, mais en réalité, elle traduit la propriété physique de notre problème. Si on a un seul fluide à densité donc constante, ce qui reste dans l'équation de conservation de la masse n'est que cette propriété sur la vitesse du fluide qui doit être incompressible. Or, cette propriété mathématique qu'on a écrite au tableau, il faut qu'elle soit aussi vérifiée dans le code numérique. Ouais, ça c'est clair. Et donc, la vitesse que tu as calculée jusqu'à maintenant, elle ne doit pas vérifier cette propriété-là, j'imagine. Ah bah non, il vérifie pas ça, mon champ de vitesse. Non, parce que, bah non, enfin... Disons que j'ai pas construit pour, il n'y a aucune raison, quoi. C'est compliqué d'écrire un écoulement sur un ordinateur. Ça demande d'abord d'avoir bien compris l'équation, ce qu'elle signifie, d'avoir compris ses propriétés mathématiques, et ensuite de savoir communiquer avec l'ordinateur pour exploiter au mieux ses performances. Ok, donc la question c'est, est-ce qu'il est possible de définir un nouveau champ de vitesse? Et donc l'idée, ça va être de trouver un U, appelons-le U étoile, tel que l'intégrale sur le bord de U étoile scalaire n égale à 0. C'est ça. Et en utilisant seulement... Oui, seulement les points bleus. Voilà. C'est ça. Et on réinjecte après ça dans le schéma volume fini. Voilà. Oui. Et alors, dans ce cas-là, on prendrait quoi? Au tout début, on se dit qu'on prend la moyenne des points bleus? Ça peut faire notre U étoile. Ouais. C'est ça. Il faut essayer quelque chose comme ça.
Très bien. Tu n'es pas fini? Tu finiras une autre fois. Je m'occupe de cet oignon. Très très bon. Très bon. Je peux le faire. Vas-y, chef. Vas-y, chef. On y va. Les mathématiques servent. Ils ne sont pas simplement dans un livre et fermer le livre, ça ne sert plus à rien. Les mathématiques sont tous les défis, pas simplement technologie, mais aussi santé, même sociologie. On peut trouver des mathématiques partout. Moi, je dirais que première chose, on va mettre ce cas-test là, la cavité entraînée, parce que comme ça, on a la densité constante qui est préservée. Oui, ça valide le choix de U étoile, comment on l'a construit. Et... Ouais, ça, c'est impeccable pour commencer voilà, vraiment la validation. C'est le premier cas-test qu'on va mettre. Une fois qu'on a eu l'idée du U étoile, il a fallu trouver une formule mathématique qui le traduise. Et trouver cette formule mathématique, on l'a intégrée dans le code numérique. Et par la suite, on a validé cela sur des cas-tests, des plus simples aux plus compliqués, en comparant nos résultats avec ceux existants déjà dans la littérature. Et après, donc, dans les cas-tests, comme dans l'article... Celui des Américains, là? Oui. Donc ça, c'est un fluide lourd, un fluide Voilà, léger un fluide en lourd dessous. qui pénètre dans le fluide léger. Il s'arrête à t égale 2,5. Moi, je suis même allé un peu plus loin au niveau du temps. Mais après, je suis arrivé à faire le champignon avec un ratio 7. Et moi, je propose que sur celui-là, on pourrait refaire le calcul et faire un petit film là-dessus. Oui. Ouais, ce serait sympa. Montrer, hein. Ouais, ça, c'est très bien pour les confs. Ouais, pour illustrer impeccable, en fin d'exposé. Ouais. Je vais faire ça. Et je suis arrivé à pousser aussi un ratio de 19, comme si on avait du miel qui coulait. Oui, Mais là, je suis au maximum de la possibilité avec MATLAB, après j'ai plus de mémoire. MATLAB, c'est un outil numérique qui est extrêmement connu dans notre communauté. Le langage qu'on utilise est très proche de celui qu'on écrit sur nos feuilles avec le papier et le crayon. Donc c'est un code qui va être très rapide à développer et qu'on peut s'échanger facilement entre collègues pour que les uns et les autres modifient le code. Il faudrait un maillage qui suive la bulle, tu vois, un maillage adaptatif pour capturer l'interface. Si tu fais ça, ton justement. maillage va être non structuré du coup. Oui, il faut écrire un code non structuré, carrément. D'accord. Quoi. Il y a ce Ça truc-là. fait un gros travail quand même. Mais à nous trois, ça va être un peu juste pour refaire ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse, quoi, parce que là, l'orienté objet, c'est On pas. pourrait demander si on peut embaucher un ingénieur qui pourrait nous aider pour ça, en fait. Bah, tu sais, vu l'enjeu, c'est vrai que si on arrive à faire tomber des bulles d'eau dans de l'air, un ratio 1000, quoi. Oui, non, ça en vaut la peine. Et donc on met tout ça dans l'article. Hein. On met tout ça Tous ces jusque-là. cas-tests Bon, la là, bulle, jusqu'à là. Ce que nous, on produit, c'est produire de nouveaux théorèmes, de nouveaux codes. Et évidemment, on peut les produire dans son coin et personne n'en sait rien. La publication permet de le faire évaluer par d'autres personnes qui en jugent de l'intérêt, de la valeur, et de le présenter à la communauté entière. Naturellement, je suis sur la table. Ensuite, c'est une longue chaîne scientifique qui permet qu'un travail soit repris, parfois de manière inattendue, et exploité dans des contextes différents, parfois imprévus, et d'avoir de nouveaux progrès. Allô, Julien? Oui, bonjour. Ici, c'est Manuel. Ça va? Ouais. Dis, je t'appelle parce qu'on vient d'embaucher un ingénieur dans l'équipe. On a besoin de lui ouvrir un compte sur les machines de calcul d'une part, et d'autre part sur Matrice, le réseau pour la bibliographie. Bon, bah, écoute, je te l'envoie pour qu'il signe la charte, hein, si ça marche. Merci, au revoir. L'ingénieur va être là pour mettre en œuvre les idées, pour coder, pour obtenir des résultats. Et après, l'analyse de ces résultats va se faire en interaction avec le chercheur, puisque chacun a sa propre expérience, et c'est l'interaction entre les deux qui permet de faire avancer le projet. Salut Johan. Salut Catherine.
Alors, le code, t'as eu les premiers résultats? J'ai réussi à lancer les premières simulations sur le test de la bulle qui tombe. Et ça, c'est le premier résultat que j'obtiens. Et le problème, c'est qu'après un temps de 1, bah on est plus petit que 1 et on est plus grand que 100. Pas du tout, il faut que la densité reste entre la valeur minimale Voilà, et maximale. Il faut que la densité reste entre les bornes 1 et 100. Écoute, tu revérifies encore une fois le code, tous les détails, parce que j'arrive pas à comprendre. Alors Johan, le code? Ça avance. Salut Johan. Alors, le code? Ça va, je progresse. Donc on est en train de se lancer sur des simulations plus compliquées, plus difficiles, plus ambitieuses, qui nécessitent un investissement numérique plus important. Et les premiers résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants. On est un peu surpris, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attendrait. En revanche, on est sûr de notre méthode. On l'a exposé dans des conférences, on a parlé avec des collègues, on a soumis notre papier. Donc certainement, le code n'est pas encore arrivé à maturité. Katrina? Oui. Je viens de recevoir la réponse de JCP pour le papier. C'est vrai? Ouais, viens voir. Alors, dire d'auteur creusé. The reviewers' comments are as follows. Alors, qu'est-ce qu'il dit, nos reviewers? Regarde. In summary, I find the paper interesting and well written, and I recommend it for publication. Yes. Ah bah c'est très bien ça. Super, bonne nouvelle. Bon, écoute, je le transfère à Thierry. Tu me l'envoies moi aussi, s'il te plaît? Ouais, je te mets en copie. Hop, tiens, je vais mettre dans le sujet Good News. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est sorti de l'Europe. Compte tenu des échelles de temps, le moment où une publication est acceptée, ce qui est une grande joie, un plaisir intense, mais c'est aussi un plaisir qui est très fugitif, parce qu'au moment où ça arrive, on est déjà sur le problème d'après. Salut Johan. Salut Manuel, ça va? Alors, j'ai vu Katrina, t'as trouvé l'erreur dans le code? Bah, j'ai regardé, donc ça c'est la simulation que je lui ai montrée. Ah oui, C'est d'accord. le test de la goutte d'eau qui tombe avec une densité initiale entre 1 et 100. Et donc là, on a un problème au Ah oui, niveau tu des... passes en dessous de 1, c'est ça? Voilà, Oui, c'est ce et qu'on m'avait dit. au-dessus de 100. Ok. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le maillage que vous aviez sous MATLAB, Ouais. le maillage structuré, Ah oui, t'as les volumes de contrôle carré. voilà, Ok. Ouais. et que j'ai comparé avec le non structuré. Et donc le résultat qu'on obtient en structuré, c'est que là, il n'y a plus de problème, on est bien entre 1 et 100. Donc ça marche avec le structuré Ouais. et ça marche pas avec le non structuré. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est la vitesse normale. Voilà, ça c'est la vitesse normale. T'as vérifié les indices là? Ouais. Ça pair, impair, ça c'était vérifié. Écoute, là, je sais pas. Il y a des moments où on ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne comprend pas, et on simplifie au maximum la solution pour essayer d'extraire le point dur, celui sur lequel on bloque. Et à la fin, on se retrouve avec des solutions, des situations très très élémentaires qu'on est en train d'étudier, et c'est ça qui permet de débloquer le nœud, puis après de revenir sur les situations plus compliquées qui nous intéressent vraiment. Le sujet des TER. Pour les Master 1? Oui, pour les étudiants de M1. Salut Johan. Salut. Salut. Attendez, Ah, Manu. faut que je vous montre quelque chose. Ah. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pas de news. Alors, donc j'ai tout repris à zéro, toujours sur le même KTS, mais j'ai vraiment simplifié à l'extrême. Ouais. J'ai pris un maillage super grossier et le problème, c'est que dès la première itération, on sort de l'intervalle 1, 2. Première itère en temps, Ouais. bam quoi. Ouais. Tout de suite. Ça va pas. Ouais. C'est vraiment étrange ce truc parce que attends, ratio 2, Là, j'ai repris c'est le vraiment code, super simplifié ouais. quoi. Enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simplifié que ça? Ouais, ça marche pas. Tu penses pas qu'il y aurait un problème au niveau de la formule qu'on a choisie? On aurait loupé un truc à ce niveau-là?
Johan, tu arrêtes Ouais. tout là-dessus et tu passes à regarder entre-temps l'autre problème dont on avait parlé sur le Les préconditionneur. préconditionneurs, d'accord. D'accord? Et nous, on regarde ça. Ok, on fait ça. On fait ça? C'est-à-dire que quand vous avez fait ça, vous avez construit un mémoire, vous avez... Vous voyez qu'on détruit le dernier qu'on a construit. Le reste mémoire est la même. Bon, alors je te raconte un peu ce qu'on fait avec Caterina et Emmanuel. Donc la situation, c'est Navier-Stokes incompressible. Oui, oui, j'ai la copie à corriger, mais bon, on peut faire... D'accord. Je vais m'arrêter là. Et je débarque un colis. En revanche, il existe un splitting plus élaboré. Si vous voulez récupérer Oui, l'ordre Strand, 2 en temps, c'est le oui, splitting oui. de Strand. Mais c'est l'étape d'après, il faudrait d'abord que ça marche pour l'ordre 1 et pour l'instant il nous manque un... Alors tu vois, quand on avait l'ancien maillage, donc les mailles c'était des carrés. Oui, D'accord? Et donc, comme tu l'as dit, les volumes de contrôle c'est aussi des carrés. oui, oui, c'est Seulement, bien ça. On a changé aussi de maillage. Oui, Maintenant on est en non structuré, donc on a coupé les mailles en deux et ça change le volume de contrôle. oui, là maintenant on a les hexagones. Du coup, boum, tu perds la symétrie. D'accord. Et si mes calculs sont bons, eh bien je pense qu'on doit être en mesure de montrer que la densité aussi, ici, à ce nœud-là, au coup d'après, passe en dessous de 1. Et D'accord. donc on viole le principe du maximum, même sur ce cas simple. Et donc, puisqu'on avait 1, tu ajoutes quelque chose de négatif, et donc ça te passe au-dessus de la valeur En minimum. dessous, c'est 1. La preuve, elle est là. Écoute, au moins on a cerné le problème. Et on a compris que le code est bon. Bon, on le dira à Johan, il va être content dans ce cas-là. c'est sûr. Ça fait 3 mois qu'on demande à Johan de faire des tests et des tests et des tests, et boum. Voilà. C'est vrai. On n'avait pas compris que le problème, c'était le passage du maillage structuré au maillage non structuré. On pensait que c'était juste une généralisation du maillage structuré, mais qu'on avait déjà regardé tous les éléments. Sauf qu'on n'avait pas réfléchi énormément sur la petite partie limiteur, qui était celle qui posait le problème. Quelque chose de très important pour nous aussi, c'est qu'il nous faut lire également le travail des collègues donc dans le monde entier qui travaillent sur des domaines très proches des nôtres pour se tenir au courant un petit peu de ce qui se fait ailleurs, pour savoir si par hasard ce ne serait pas déjà fait ou quasiment déjà fait, et pour savoir aussi si ce qu'on est en train de faire a une pertinence ou pas. Donc l'étude bibliographique, c'est souvent une phase pour faire le point, donc voilà où on en est actuellement. On a aussi des contacts avec les collègues dans les conférences, c'est l'occasion de se tenir un peu au courant, informé de ce qu'on fait. Et donc c'est une phase cruciale du travail. On ne pourrait pas imaginer de faire un travail de recherche pertinent, je pense, sans du tout regarder ce qui se fait autour de nous. Ça, ce serait un non-sens. La clé du truc, c'est que le problème vient du limiteur qu'on a utilisé et de la façon de calculer le limiteur et de calculer le gradient amont dans ta procédure de limitation. Et en fait, après, si tu prends en compte ça, tout le reste découle de lui-même et on a le résultat. Et après, le principe du maximum est respecté. Hein. Ça passe. D'accord. Tu Donc, alors, pour la variation de densité aval, hein, donc ce truc-là, boum, tu fais comme avant, tu ne changes rien, ça marche. Par contre, pour calculer la variation amont, ce que tu fais, c'est que tu prolonges cette droite-là, paf, ok. Et puis, pour donner la variation de densité, tu fais la différence entre la densité qui est là et celle qui est là. Ouais, non, ça va, je vois bien comment le programmer. C'est bon? Ouais. Voilà, il faut programmer ça. Donc, il faut faire ça. D'accord. Non, dépêche-toi, faut y aller à l'escrime. C'est là. Bah, rien. D'accord. Bon, on fait ça pour quand? Fin de semaine? Oui, fin de semaine prochaine, on peut se revoir, prochaine. comme ça on voit... Vous devez passer là la taille. Le premier. Le thème du repas, c'est la cuisine de nos régions. Il faut que je prépare des cannelés pour le repas des collègues la semaine prochaine. On fait des cannelés bordelais et puis on va faire des quiches lorraines. Enfin, je suis ni bordelais ni lorrain, mais c'est pas grave. Bonne journée. Il y a un papier à aller chercher. Je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Terreno 600? Sì, per mail. Per mail e poi ci chiamiamo appena li ho letti. Salut Anne. Ok? Ça y est,
Ça marche. C'est vrai? Ouais. Nickel, là j'ai tout implémenté et ça marche même avec un ratio de 1000. Ouais. Ratio 1000, machin. Ah ouais, adaptatif. Bravo. Avec adaptatif. Bravo. Allez, montre, Voilà, j'ai montre. même pu vous imprimer les résultats. Donc ça c'est... Interface. voilà. C'est l'interface de la bulle qui tombe. Et ça, c'est le maillage qui suit la bulle. Là, 300. Exactement en même temps. Ouais. Et il n'y a pas de problème de valeur. Non structuré, voilà. Super C'est beau, très bien, hein. On voit bien le maillage non structuré qui suit la goutte qui tombe, qui fait splash. C'est génial tout ça. Et on pourrait mettre ça comme un résultat numérique dans le papier là qu'on est en train d'écrire. Oui, il faut garder ça pour le papier, c'est clair. On va les mettre les deux à côté. Ah bah ça y est, la validation numérique, c'est bon, quoi. L'interface de la bulle qui tombe et Voilà. le maillage non Avec le nouveau structuré qui limiteur, suit. c'était la clé. Les deux papiers sont un peu différents dans leur histoire. Dans le premier, on s'inspire de la bibliographie pour voir des cas tests que l'on veut reproduire. On est sûr de l'originalité de notre idée. Dans le deuxième cas, c'est un peu différent. On sèche véritablement sur un problème et après on voit sur quelle piste il faut s'aventurer, mais il nous manque une idée. On va la chercher ailleurs et on l'adapte à notre situation en trouvant quelque chose de nouveau autour de quelque chose qui existait déjà, mais qui est très récent, qui date d'il y a 1 an ou 2. Et c'est une performance d'avoir réussi à le faire avec les méthodes qu'on a mis en œuvre et que personne au monde avait mis en œuvre avant nous. La recherche est un état d'esprit. On veut toujours aller un peu plus loin, attaquer des problèmes nouveaux. C'est cette liberté de chercher des sujets nouveaux, qui peuvent quand même être des sujets importants pour la société, qui fait de ce métier un métier qui fait rêver. C'est pas un travail qui est linéaire, hein. Parfois on avance de façon assez laborieuse et puis d'un coup il y a quelque chose qui se débloque, mais justement parce qu'on a fait l'effort de tout ce qu'il y avait avant. Donc c'est un travail de chercheur, mais c'est ça qui fait, c'est vraiment ça qui fait la passion du métier, quoi.